Moscou vient de s'embraser. La capitale russe a déjà subi des attaques de drones auparavant, mais rien n'est comparable à cela. Aux premières heures du 18 août, des centaines de véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont obscurci le ciel au-dessus de la ville. Et bien que certains aient finalement été abattus, beaucoup d'autres ont atteint leur cible prévue, infligeant des millions, voire des milliards de dollars de dégâts au passage. La guerre est bel et bien arrivée chez les Russes, et tandis que les habitants de Moscou regardent leur ville brûler, leur soi-disant homme fort, Vladimir Poutine, prend la fuite. Le raid massif a commencé tard dans la soirée du 17 août, avec environ 637 drones ukrainiens, décollant de sites stratégiques à l'intérieur de l'Ukraine, et entamant de trajets relativement longs au-dessus des territoires occupés, traversant la frontière internationale et l'espace aérien ennemi pour atteindre la région de Moscou, qui se situe à environ 450 km de l'Ukraine. Dans le passé, un tel trajet n'aurait pas été possible. Le vaste réseau de défense aérienne de la Russie, comprenant des équipes mobiles de tir, des batteries de missiles et des stations radars, aurait été capable d'identifier les drones entrants et d'en éliminer la plupart, sinon tous, bien avant qu'ils n'atteignent la région de la capitale. En effet, Moscou est depuis des années considérée comme l'une des villes les mieux protégées de la planète, avec des anneaux entiers de défense érigés autour de la ville pour s'assurer que rien ne puisse y pénétrer. Aucun missile, aucun avion, aucun drone. Il était vital pour le président russe Vladimir Poutine de assurer la sécurité de la capitale de son pays. Cela a contribué à préserver sa réputation de dirigeant fort et compétent. Et cela a également permis de garantir que les millions de personnes qui considéraient Moscou comme leur foyer, y compris bon nombre des habitants les plus riches du pays, étaient libres de vaquer à leurs occupations, profitant du riche patrimoine de la ville et de ses monuments culturels mondialement connus, épargnés par les horreurs de la guerre. Ainsi, pendant les premières années de la guerre, l'Ukraine a multiplié les coups de sonde vers Moscou, envoyant de petits groupes de drones vers la capitale, de temps en temps, mais sans jamais vraiment avoir beaucoup d'impact. Car la plupart de ces drones étaient inévitablement abattus par les défenses ennemies. Et même ceux qui parvenaient à passer manquaient tout simplement de la puissance de feu nécessaire pour infliger des dégâts durables. En 2026, cependant, la situation a radicalement changé. Non seulement les forces de première ligne de la Russie sont en train de stagner, mais l'armée de drones de l'Ukraine est devenue bien plus importante, meilleure et plus performante que jamais, ouvrant la possibilité de frappes sérieuses et à grande échelle sur la capitale russe. Nous l'avons vu le 18 juin, lorsque l'Ukraine a lancé sa plus grande offensive de drones jamais réalisée contre Moscou. Plusieurs centaines de drones ont pénétré dans l'espace aérien de la région de la capitale cette nuit-là, les responsables russes ayant déclaré qu'environ 200 d'entre eux avaient été abattus. Cependant, certains ont atteint leur cible, notamment la gigantesque raffinerie de pétrole de Moscou, située à seulement 15 km du Kremlin, ce qui a entraîné la fermeture effective de grandes parties de la ville. Tous les grands aéroports de Moscou ont vu des vols annulés par exemple. Et tandis que certains habitants regardaient avec horreur les flammes et la fumée envahir le ciel, d'autres ont choisi de fuir complètement la zone, cherchant refuge dans des régions rurales, par crainte que d'autres attaques ne surviennent inévitablement dans les semaines et les mois qui ont suivi. Ils avaient raison. La frappe du 18 juin n'était que le début d'une grande offensive ukrainienne contre la capitale russe. Et la frappe du 17 août a fait paraître l'attaque initiale comme un jeu d'enfant. Parcourant plusieurs centaines de kilomètres, l'essaim de plus de 600 drones ukrainiens a facilement évité les radars et les défenses aériennes russes en volant près du sol et en suivant des trajectoires soigneusement calculées autour des systèmes de missiles ennemis. Quelques heures après le décollage, ils étaient déjà en train de s'approcher de la région de la capitale, les défenses aériennes de Moscou commençant enfin à s'activer. Il est très probable que des drones leurres ou factices aient mené l'assaut. C'est une tactique courante utilisée par les forces ukrainiennes des systèmes sans pilote, qui leur permet de submerger les défenses aériennes russes et de les forcer à gaspiller des missiles et d'autres munitions avant que les véritables drones d'attaque ne commencent à entrer dans la zone. Puis, vers 2h30 de Kiev, le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin, a commencé à signaler que des drones se dirigeaient vers Moscou, mais étaient abattus. Sobyanin a déjà prouvé qu'il déforme la vérité pour servir son récit, et il formule souvent ses déclarations de manière à donner l'impression que la Russie contrôle chaque situation en permanence. Il reconnaît rarement les frappes ukrainiennes réussies, et minimise souvent l'ampleur des dégâts causés par les forces de Kiev, tout en exagérant l'efficacité des défenses de la capitale. C'était peut-être un autre exemple de ce genre. Ou peut-être croyait-il sincèrement que l'attaque était maîtrisée, et que les cercles de protection de Moscou suffiraient à empêcher tout dégât ou perte sérieux. Si c'est le cas, il s'est complètement trompé. Parce que cette attaque n'était pas comme les précédentes, et Sergueï Sobyanin allait la prendre à ses dépens. Au fil de la nuit, les drones ukrainiens continuaient d'arriver, et à chaque heure qui passait, le maire était obligé de retourner sur ses réseaux sociaux pour publier des mises à jour et informer le public de la situation.
à 3h30 du matin. Par exemple, il a signalé que 40 drones supplémentaires avaient été abattus alors qu'il se dirigeait vers Moscou. À 4h du matin, il a annoncé que 23 autres drones avaient été abattus. À ce stade, les 4 principaux aéroports de la ville, Sheremetyevo, Domodedovo, Joukovski et Vnukovo, avaient été fermés par l'Agence fédérale russe du transport aérien. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Incogni, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Incogni. Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données. Et les experts en confidentialité d'Incogni prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Incogni. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Incogni. L'agence de presse russe TASS a également rapporté qu'au moins 8 vols n'ont pas pu atterrir dans la région de Moscou en raison des restrictions de sécurité. Les habitants ont été tirés de leur lit par le son des sirènes d'alerte aérienne, les alertes téléphoniques et le bourdonnement de plus en plus familier des drones ukrainiens au-dessus d'eux. Beaucoup se sont précipités à leurs fenêtres, saisissant leur téléphone pour filmer la scène, alors que les défenses aériennes tiraient dans le ciel, et que des débris de drones tombaient en pluie depuis les airs. Divers extrêmes montrent les rues de la ville sombrant dans la panique et le chaos, alors que Moscou a eu un petit aperçu de l'horreur qui s'est abattue sur Kiev, et d'autres villes et villages ukrainiens depuis 2022. Et au lever du soleil le lendemain matin, Sobyanin a été contraint d'annoncer qu'il s'agissait de l'une des plus grandes attaques de drones que la capitale ait jamais subies. Entre hier soir et 5h du matin, aujourd'hui, 620 drones se dirigeaient vers Moscou Oblast, dont 180 drones détruits dans l'oblast de Moscou. Les services d'urgence interviennent sur les sites où des débris sont tombés. Certains de ces sites comprenaient des immeubles résidentiels et un pavillon commercial à Kolomna, ainsi qu'un bâtiment abritant un bureau de l'état civil et un magasin. Le réseau électrique local a également été gravement touché, une compagnie d'énergie ayant signalé que de nombreux postes de transformation avaient été mis hors service au cours de la soirée, laissant de nombreux clients sans électricité dans 2 districts urbains de Moscou. L'Ukraine n'a pas spécifiquement visé ces endroits. Contrairement à la Russie, elle n'utilise pas ces drones pour bombarder les habitations, les hôpitaux ou des sites similaires. Au lieu de cela, ces sites ont été endommagés lorsque les défenses russes ont rabattu les drones en plein vol. Parce qu'une fois qu'un drone a été neutralisé, l'opérateur ukrainien ne peut rien faire pour l'empêcher de partir en vrille, et de tomber du ciel, et de percuter tout ce qui se trouve sur son passage à ce moment-là. Cela n'a pas empêché des personnes comme Sobyanin et le gouverneur régional de Moscou, Andrei Vorobyov, de tenter de présenter l'attaque comme une frappe malveillante et impitoyable contre la population civile de la ville. En réalité, des drones ukrainiens avaient une cible très précise en tête, dans la nuit du 17 août. Et même si une partie de l'essaim a été arrêtée en chemin, certains drones ont réussi à atteindre leur destination, un entrepôt Wildberries, situé près du parc Atland, dans le district de Bogorodsky, situé à la périphérie est de la région capitale. C'était simplement la dernière d'une série de frappes contre Wildberries, le soi-disant Amazon russe, qui a eu des effets dévastateurs pour l'entreprise et des répercussions pour l'armée et l'économie russe. Avant que nous n'entrions dans les détails de tout cela, si c'est le genre d'analyse que vous souhaitez voir davantage, assurez-vous d'être abonné à l'émission Militaire. Nous expliquons tout de cette manière chaque semaine. Pour information, Wildberries est le plus grand détaillant en ligne de Russie. Plus de la moitié de toutes les ventes en ligne ont lieu sur cette plateforme, avec des millions de Russes qui comptent sur Wildberries pour toutes sortes d'articles essentiels du quotidien, de produits électroniques, de la fast fashion et bien plus encore. Elle a été fondée en 2004 et génère des milliards de dollars de revenus chaque année. À première vue, l'entreprise ne semble pas être un ennemi évident pour l'armée ukrainienne. Mais lorsqu'on creuse un peu plus, il est facile de comprendre pourquoi Wildberries est devenue l'une des principales cibles de Kiev. Parce que cette plateforme n'est pas aussi innocente qu'elle en a l'air à première vue. Elle ne vend pas seulement des cadeaux et des accessoires bon marché.
Elle vend aussi du matériel militaire et des produits à double usage, qui peuvent avoir des applications civiles et militaires, comme des drones, des uniformes de camouflage et du matériel de navigation, pour ne citer que quelques exemples. Comme les soldats russes ne reçoivent souvent que le strict minimum en matière d'équipement, beaucoup d'entre eux se tournent vers Wildberries pour acheter des articles supplémentaires dont ils ont besoin pour survivre sur le champ de bataille et mener des attaques contre les positions ukrainiennes. En prenant conscience de cela, l'Ukraine ne voulait pas rester les bras croisés et laisser le géant de la distribution renforcer et réapprovisionner l'armée russe en toute impunité. Ainsi, le 18 juillet, les forces ukrainiennes des systèmes sans pilote ont lancé ce qui allait devenir une série de frappes contre les installations de Wildberries. 2 entrepôts ont été ciblés et détruits cette nuit-là, l'un à Elektrostal et l'autre à Kotovsk. Un raid ultérieur, le 20 juillet, a causé d'énormes dégâts à un centre logistique de Wildberries à Kolodino, et depuis, de nombreuses autres frappes ont eu lieu, avec des incendies intenses et de puissantes explosions retentissantes, dans les entrepôts Wildberries, un peu partout dans les régions de Russie. L'impact de ces attaques a été énorme. Les experts estiment qu'environ 2,4 millions de mètres carrés d'entrepôts Wildberries ont été touchés jusqu'à présent. Cela représente environ 43% de la capacité totale d'entrepôt de l'entreprise, soit environ 5,6 millions de mètres carrés. La valeur des marchandises détruites a également été estimée le 14 août à environ 445 à 507 milliards de roubles, soit 5,24 à 5,96 milliards de dollars. Avec la dernière attaque contre l'entrepôt de Moscou, ce chiffre est probablement encore plus élevé. En fait, l'association des fournisseurs de biens pour le commerce sur les plateformes électroniques, l'APTEP, une organisation possédant une grande expertise dans le type d'activité que mène Wildberries, estime ce chiffre encore plus élevé, à environ 600 à 700 milliards de roubles, soit 7,06 à 8,24 milliards de dollars. On estime que l'entreprise elle-même aurait subi jusqu'à 2,6 milliards de dollars de pertes directes, tandis que les milliers de petits entrepreneurs qui en dépendent ont vu leurs stocks et leurs entreprises partir aux fumées à la suite des attaques de l'Ukraine. Et tandis que Wildberries a réécrit à la hâte ses documents de politique d'entreprise pour rejeter toute responsabilité concernant ces pertes, beaucoup de ces entrepreneurs expriment leur colère contre l'entreprise et le gouvernement russe et exigent une compensation immédiate. Cependant, une source anonyme du Kremlin qui s'est confiée à Reuters a révélé que la Russie n'a tout simplement pas suffisamment de fonds disponibles pour indemniser tous les vendeurs concernés. Et avec la campagne de frappe contre Wildberries toujours en cours, le chaos ne fera que continuer à partir de maintenant. Il y aura une vague de faillites, a déclaré la source. Personne n'a l'argent nécessaire pour soutenir les vendeurs. La source a ajouté que ces attaques ont porté un coup sérieux à l'économie, et c'est exactement sur cela que l'Ukraine comptait. Le ministère ukrainien de la Défense a récemment confirmé que 7 des 10 principaux centres logistiques de Wildberries ont désormais été mis hors service, et la principale direction du renseignement du HUR a également lancé une campagne de cyberguerre contre l'enseigne. Les 10 et 11 août, les hackers du HUR ont ciblé l'infrastructure numérique de Wildberries, perturbant les systèmes de paiement et les services clients. La récente frappe à Moscou a provoqué un incendie dans l'entrepôt Bogorodsky de Wildberries, qui, tout comme les autres, abrite généralement des produits d'une valeur de plusieurs millions de dollars, allant de téléviseurs et de tablettes à du matériel militaire, des livres, des vêtements et des articles ménagers. Les responsables de Moscou ont rapidement affirmé que les dégâts causés à l'installation étaient minimes, et Wildberries elle-même a publié un communiqué indiquant que le site avait été évacué, qu'il n'y avait eu aucun blessé et que l'incendie avait été rapidement maîtrisé. Mais la réalité, c'est que ce genre de déclaration ne peut pas être pris pour argent comptant. Wildberries est actuellement en pleine opération de limitation des dégâts, alors que l'entreprise lutte contre une crise qu'elle n'avait jamais anticipée. Donc elle dira évidemment tout ce qu'il faut pour éviter que les gens ne paniquent encore plus qu'ils ne le font déjà. Il en va de même pour les responsables russes, comme Sobyanin et Vorobyov, qui cherchent toujours désespérément à minimiser l'impact des frappes ukrainiennes. En réalité, avec autant de drones pénétrant dans l'espace aérien de Moscou, il est plus probable que l'entrepôt ait subi de sérieux dégâts, ce qui aurait pu entraîner d'énormes pertes de marchandises stockées à l'intérieur. Même si ce n'est pas le cas, cette frappe continue de prouver que l'Ukraine peut et va frapper où elle veut, quand elle veut, et qu'aucune des installations de Wildberries n'est à l'abri. Le simple fait que plus de 600 drones aient réussi à frapper Moscou est aussi une preuve accablante de la déchéance de la Russie. Le pays qui est censé avoir la deuxième armée la plus puissante du monde n'est même plus capable de défendre sa propre capitale contre une force adverse supposée bien plus petite et plus faible. Le pire dans tout cela, c'est que cette attaque n'était pas un cas isolé. Cela devient une tendance. Ces dernières semaines et ces derniers mois, de nombreuses frappes réussies ont visé la capitale elle-même, ainsi que les villes, villages et quartiers suburbains environnants. Il semble que les célèbres anneaux défensifs de Moscou ne suffisent plus à assurer la sécurité de la population, et il est facile d'imaginer des attaques encore plus destructrices et dévastatrices
contre le siège du gouvernement russe dans un avenir proche. En parlant du gouvernement russe, de nombreux habitants de Moscou ont sans doute logiquement posé la question. Où était le président Poutine pendant que la ville brûlait ? Historiquement, Poutine a passé la majeure partie de son temps à Moscou, dans l'enceinte quasi sacrée du Kremlin, où il se sent le plus en sécurité. Cependant, récemment, cela a commencé à changer, car l'image d'homme fort de Poutine commence à se fissurer et à s'effondrer sous le poids de la panique et de la paranoïa. Malgré le fait qu'il se présente depuis des décennies au monde comme un dirigeant dur et aguerri, qui n'a peur de rien. Poutine est apparu ces derniers temps comme une figure beaucoup plus effrayée. De plus en plus craintif que des agents ukrainiens clandestins puissent tenter de porter atteinte à sa vie, ou que les drones ennemis finissent par frapper le Kremlin lui-même. En conséquence, Poutine passe de plus en plus de temps, de plus en plus loin de Moscou et de l'Ukraine. Comme le rapporte Riddle Russia, le président russe a été aperçu dans les régions d'Omsk et d'Irkoutsk en juillet, par exemple. Début août, il voyageait dans le kraï de Krasnoyarsk. De là, il s'est rendu dans des endroits comme Baratia, la région de Novosibirsk et la région de Sakhaline, y compris les îles Kouril, un archipel extrêmement isolé et peu peuplé dans l'extrême-orient russe. À peu près aussi loin de l'Ukraine que Vladimir Poutine peut techniquement aller sans quitter les frontières de son propre pays. C'est pas normal. Avant le début de la guerre, il était très rare de voir Vladimir Poutine aller aussi loin à l'est. Lorsqu'il ne menait pas une vie de luxe à Moscou, il passait la majeure partie de son temps restant dans les régions occidentales de la Russie, visitant de grandes villes comme Saint-Pétersbourg et profitant de l'opulence de son palais présidentiel à Valdaï. Il convient toutefois de noter que, il y a seulement quelques jours, les forces ukrainiennes ont réussi à détruire l'un des systèmes de défense aérienne, un S-400, qui avait été installé pour protéger le palais de Poutine, envoyant un message clair au président russe que sa résidence n'était plus en sécurité, et amplifiant sans aucun doute sa paranoïa. Et donc, il poursuit son expédition en Extrême-Orient, même alors que des drones s'abattent sur la capitale, avec des arrêts prévus prochainement dans des endroits comme l'Altaï et la région de Kemerovo. Qu'ont en commun tous ces endroits ? Ils sont hors de portée des drones ukrainiens. Poutine voudrait que le public croie que ce n'est qu'une coïncidence. Il dirait qu'il passe autant de temps dans les régions de l'Est parce qu'il doit mobiliser du soutien pour son parti au pouvoir, Russie Unie, avant les élections à la Douma d'État en septembre. En réalité, ce n'est qu'un prétexte bien pratique. Comme le note Riddle Russia, le choix des régions n'est probablement pas accidentel. Les drones et missiles ukrainiens n'atteignent pas les villes de Sibérie, à l'exception de l'attaque sur Omsk, et n'atteignent certainement pas l'Extrême-Orient. Poutine peut donc s'y rendre sans réelle inquiétude pour sa propre sécurité. En résumé, le président russe agit par peur. Les dirigeants politiques rentreraient immédiatement chez eux s'ils apprenaient qu'une attaque avait eu lieu contre la capitale de leur pays. Poutine, cependant, préfère se boucher les oreilles et faire comme si de rien n'était, tout en se cachant dans les endroits les plus sûrs qu'il puisse trouver. Le masque est tombé. Le soi-disant homme fort a été démasqué. Et la paranoïa de Poutine pourrait finalement causer sa perte, car même ses alliés les plus proches pourraient finir par se lasser de ces tactiques lâches avec le temps. Vous pouvez en apprendre davantage sur les nombreux problèmes qui s'accumulent sur le bureau de Poutine au Kremlin dans cette vidéo, qui examine comment le président russe a supervisé l'une des campagnes militaires les plus coûteuses de l'histoire moderne. Sinon, regardez cette vidéo pour voir comment l'Ukraine a forcé la Russie à traverser la pire crise depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Et n'oubliez pas de vous abonner à l'émission Militaire pour ne pas manquer d'autres actualités militaires de dernière minute et des reportages approfondis dans les semaines à venir. Et merci de nous avoir regardés.